Mathias Vichra, bonjour. Vous dirigez Sciences Po Paris. Vous êtes d'ailleurs le président de Sciences Po Paris. Il s'agit d'une université de recherche internationale en sciences humaines et sociales qui accueille 15 000 étudiants. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, Mathias, quels sont les grands défis d'une université comme Sciences Po aujourd'hui ? Merci d'abord de m'accueillir. Il y a plusieurs défis. Il y a d'abord le défi de l'internationalisation. On accueille 50% d'étudiants internationaux. On a 500 partenariats avec des universités étrangères. Et on a un cursus qui met l'international au cœur, puisqu'on considère que le comparatisme, par exemple, entre les différents pays sur les politiques publiques ou sur toute une série de programmes est au cœur de notre projet. La deuxième chose, c'est qu'on veut mêler la diversité, qu'elle soit géographique, internationale, mais aussi sociale, et l'excellence. Et à travers toute une série de dispositifs, comme les conventions d'éducation prioritaire avec des lycées en zone urbaine sensible, à travers l'ouverture que l'on a sur notamment le public de boursiers, on réussit à faire en sorte, par exemple, que pour les Français, on a 97% de mentions très bien au bac pour les admis, et en même temps 30% de boursiers. Donc on réussit à équilibrer l'ambition de diversité et également l'excellence. Et puis on a toute une série d'autres enjeux, notamment le sujet de l'impact et de la transition, des transformations environnementales et de la transition numérique. Et donc on a mis le paquet pour recruter de nouveaux profs et pour faire en sorte que notamment l'ambition climatique soit au cœur de notre projet pédagogique. Alors justement, vous avez anticipé ma question, mais dans quelle mesure vous formez les étudiants aux changements qui sont en train de s'opérer, en particulier dans le domaine de la transition environnementale ? On se rend compte que c'est à la fois un désir et une volonté éthique, c'est-à-dire que les étudiants ne veulent plus avoir des formations qui ne prennent pas en compte le défi climatique. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus non plus de dissonance entre les différents cours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des cours sur le climat, par exemple, ou le SG d'un côté, et puis avoir des cours de marketing qui valorisent la surconsommation. Il y a cette espèce de dissonance, d'incohérence que les étudiants et les étudiantes ne souhaitent plus connaître. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que notre maquette pédagogique intègre une forme de cohérence sur les défis climatiques. On a un cours obligatoire de 24 heures pour toutes les premières années sur les transitions environnementales. Tous les masters vont shifter. Par exemple, notre école, notre business school, qui était l'école du management et de l'innovation, devient l'école du management et de l'impact pour faire en sorte que la finance à impact, l'ESG, toutes les normes extra-financières puissent être au cœur de notre projet. Et pour cela, il nous faut des moyens. Donc, on a levé des fonds, publics et privés, pour faire en sorte qu'on ait, à terme, dans les années qui viennent, 50 enseignants permanents, chercheurs universitaires sur ces questions, et qu'on devienne l'université de référence au niveau européen sur ces questions-là. D'accord, mais alors un des défis de l'enseignement, c'est quand même de répondre Un des défis de l'enseignement, c'est quand même de répondre au rythme de l'évolution de ce qui se passe dans le monde, que ce soit les crises, que ce soit l'environnement, etc. Comment vous arrivez à synchroniser le rythme de l'enseignement et le rythme des changements du monde ? En fait, on a un avantage à Sciences Po, c'est qu'on est à la fois un établissement public, une université, mais on est adossé à une fondation de droit privé. Et donc on peut expérimenter beaucoup de choses en levant des fonds. Et donc, notamment sur les sujets de crise, on remet notamment les questions de conflit, de géopolitique au cœur aussi de notre projet, en lien avec la guerre en Ukraine. C'est vrai aussi de l'environnement. On a la capacité de faire bouger les maquettes pédagogiques plus rapidement qu'une université classique où c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce que nous, on peut, en levant des fonds, à travers du mécénat, créer de nouveaux programmes. Donc c'est cette agilité-là qui nous permet en réalité de coller et à l'actualité et aussi à la stratégie, aux ambitions et aux désirs de nos étudiants et aux valeurs de nos étudiants. Alors justement, les étudiants, venons-en à ceux que vous côtoyez tous les jours. Quand on a 20 ans aujourd'hui, c'est quoi les valeurs qui animent des étudiants de 20 ans ? On a fait une grande radiographie des étudiants et des étudiantes de Sciences Po qui vient de paraître il y a moins d'un mois et qui montre que les deux causes, les deux luttes principales des étudiantes et des étudiants, c'est d'abord le climat, l'environnement d'un côté, avec des actions concrètes, tangibles, et la deuxième lutte, ce sont les inégalités. Et l'on voit d'ailleurs que sur les inégalités et le climat, on ne peut pas traiter les deux sujets différemment parce que l'un influence l'autre. Et donc notre approche, c'est une approche d'une certaine manière de soutenabilité inclusive ou d'environnement inclusif pour prendre en compte aussi les sujets d'inégalité. Et donc ça, les étudiants et les étudiantes sont extrêmement engagés sur ces sujets à travers toute une série d'associations, Sciences Po Environnement et d'autres. Et il y a un dialogue permanent avec elles et avec eux pour faire en sorte qu'on adapte notre projet à cela. Et j'ajoute que pour un réveil écologique, qui est une formidable initiative qui demande aux universités d'aller plus loin en matière de responsabilité environnementale, on travaille avec cette initiative-là pour faire en sorte
effectivement que nos standards et que notre ambition soient la plus importante possible. Alors j'ai envie de vous poser une question. Quand on forme des étudiants qui sont issus de milieux plutôt favorisés, vous n'avez pas peur qu'on reforme en fait des élites déconnectées qui ne sont pas en mesure de répondre précisément aux problématiques qui surviennent ? Alors d'abord, on est la grande école en France où il y a le plus grand nombre de boursiers. On a 30% de boursiers. Ensuite, on a multiplié par 16 le nombre d'élèves dont la famille est soit d'origine ouvrière ou employée depuis 20 ans. Donc en fait, on a une très grande ouverture sociale à Sciences Po. Donc on ne peut pas dire qu'on est sur un repli élitiste, puisque en fait on s'ouvre socialement. Par ailleurs, dans les admis, les Parisiens, c'était 70% des admis il y a 25 ans, aujourd'hui c'est 10%. Donc on est très ouvert géographiquement, socialement, internationalement. Donc en fait, évidemment qu'il y a une dimension élitiste dans les grandes écoles, puisqu'il y a un taux de sélectivité qui est important. Mais nous souhaitons casser l'élitisme de l'origine familiale pour faire en sorte que ce soit un élitisme aussi méritocratique et ouvert. Et donc on ne peut pas dire ça de Sciences Po. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les catégories sociales, quels que soient les pays d'origine, la cause environnementale, la cause du climat est absolument déterminante. Mathias, il y a un modèle qui a connu un grand succès aux États-Unis qui s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui a pour vocation d'associer les milieux universitaires, la recherche, le business. C'est quelque chose qui a peine à venir en France, même si l'Europe essaie de le faire avec l'EIT. C'est une veine dans laquelle s'inscrit Sciences Po ? Oui, j'allais dire dans laquelle s'inscrit Sciences Po depuis l'origine, puisque nous, on a 300 enseignants permanents qui sont des universitaires et on a 5000 vacataires enseignants qui sont pour la plupart d'entre eux des professionnels. Donc on mêle déjà dans les enseignements qu'on a, des gens issus de l'entreprise, de l'administration, des ONG, de toute une série de provenances professionnelles, et en même temps, on a aussi des cours fondamentaux. Notre ambition, c'est de combiner savoir et action, savoir interdisciplinaire, parce que dans le monde complexe dans lequel on est, il faut maîtriser l'histoire, la science politique, le droit, l'économie, et en même temps, des hard skills, pour parler comme dans les RH, des hard skills qui permettent d'avoir une vraie expertise professionnelle. Donc en fait, évidemment que le modèle du MIT est un modèle formidable, mais d'une certaine manière, la combinaison du savoir et de l'action, de l'expertise professionnelle et des savoirs fondamentaux, on le fait déjà depuis 150 ans, puisque nous fêtons cette année nos 150 ans. Quand on vous écoute, et pour conclure, on a la certitude que vos étudiants sauront parfaitement associer l'impact et la performance économique. C'est une vérité ? Il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas être dans une logique de satisfecit en disant c'est bon, on a tout fait. On a encore beaucoup à faire. Ce qui est sûr, c'est que nous, ce que nous ambitionnons, c'est d'abord d'être toujours à l'avant-garde, de prendre en compte les évolutions du monde et de faire en sorte que nos formations, notre recherche correspondent à ces évolutions du monde. Et effectivement, l'idée de considérer que l'impact ne nuit pas à la performance économique, mais au contraire renforce la performance économique, c'est un élément clé, parce que demain, moi je crois que la transformation des entreprises se fera aussi par les services des ressources humaines. Il va y avoir une guerre des talents, et en réalité, les meilleurs parmi les talents voudront du sens et voudront des entreprises engagées. Et donc demain, ça ne passera pas seulement par les directions de la RSE, la transformation d'une entreprise, mais aussi par les directions des ressources humaines qui, pour attirer les meilleurs et surtout pour éviter le turnover et les garder, devront aussi faire changer les entreprises pour qu'il y ait réellement de l'impact et un engagement en matière de RSE performant. Et donc je pense que c'est très important et nous formons nos étudiantes et nos étudiants pour cela. Merci beaucoup Mathias. Je rappelle donc Mathias Vichra, président de Sciences Po Paris. Merci à vous.